Bonjour à tous. Ceci est une conférence. Je vous la mets à disposition en intégralité, en version complète. Je l'ai réalisée pour un groupe de souverainistes de droite qui s'appelle Force Solidaire, présidé par Raphaël Venot, en date du 18 décembre 2022. Je me suis dit que c'était un moyen peut-être de vous proposer une vision un peu plus dense que ce que j'arrive à faire dans une vidéo de typiquement 10 minutes, d'avoir la possibilité d'aborder certains sujets, notamment historiques ou politiques, que je n'aborde pas réellement d'habitude. Et donc voilà, je vous mets ceci à disposition. C'est un peu mon cadeau de Noël 2022 pour vous. Je mettrai en lien en description les éventuelles sources qui sont listées dans la conférence. Et je mettrai aussi en lien la séance de questions-réponses sur la chaîne du parti qui m'a demandé de faire cette conférence. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à ce qu'ils font, à leur site internet, etc. Voilà, merci à vous, bon visionnage. Merci Raphaël et bonjour à tous nos auditeurs. Merci pour cette proposition de conférence et pour ce sujet parce que quelque part c'est un peu toi qui l'a suggéré et je pense qu'en fait c'est un sujet qui est d'intérêt public parce que c'est surtout à droite une tentative rhétorique assez courante que d'essayer de faire une distinction entre un féminisme acceptable et un néo-féminisme, un terme d'ailleurs sur lequel on va essayer de trouver exactement où est la frontière entre féminisme standard et néo-féminisme, pour peut-être essayer de clarifier dans les esprits cette frontière si elle existe, et peut-être découvrir qu'elle n'existe tout simplement pas. Donc voici le plan que j'ai décidé de suivre aujourd'hui sur cette conférence. Donc déjà en guise d'introduction, je vais rapidement rappeler ici pourquoi ce sujet est important. On va parler ensuite de ce qui définit le féminisme et voir qu'il y a une sorte de panel de définitions qui existe et que chacune des définitions a ses avantages, ses inconvénients. On reviendra sur lesquels. Je vais passer une bonne partie de la conférence en fait à faire une sorte de contre-historique du féminisme pour essayer de mieux cerner ce qui fait l'essence du féminisme afin peut-être de repérer une séparation avec le néo-féminisme. Ensuite, on va parler des grandes ruptures dans le féminisme. Je vais vous parler du néo-féminisme tel que présenté par les féministes elles-mêmes, par exemple. Et on verra que ce n'est pas forcément le terme qu'on aurait envie d'utiliser si on a envie d'être en rupture avec le féminisme, dans le sens en opposition. Et enfin, avant de conclure, je parlerai un petit peu du piège politique de cette appellation néo, parce que finalement, c'est peut-être très pratique pour discuter autour de la bûche de Noël des différentes vagues du féminisme et de celles qui nous plaisent ou ce qui nous plaît moins dans le féminisme, mais ça a des vrais problèmes, notamment pour des gens qui voudraient militer au sein de la droite en disant, voilà, nous, on veut avoir une pensée de droite, etc. Donc l'usage du terme est porteur d'un certain nombre de présupposés et potentiellement de dérives qui pourraient être gênantes pour un militant de droite. Je vais essayer d'expliquer en quoi le terme néo-féminisme, en réalité, c'est un peu un piège politique. Donc, en guise d'introduction, pourquoi ce sujet, quelle importance aujourd'hui? En réalité, ce sujet, le sujet du féminisme en général, c'est un peu le cas d'école de pas mal de dérives idéologiques, donc ce que souvent les gens aujourd'hui appellent les dérives woke, un terme qui n'existait pas vraiment jusqu'à il y a encore 3 ans. Et en fait, c'est un cas d'école parce que peut-être de toutes les dérives woke, c'est la plus ancienne, c'est celle qui a un historique le plus long, c'est celle aussi qui a peut-être été la plus foisonnante en termes d'invention, d'affabulation, de création. On va en voir quelques-unes dans l'historique. On parlera notamment du cas des sorcières, on parlera par exemple des comptes bancaires, enfin même du droit de vote dans une certaine mesure, on discutera un petit peu de ça. Et donc aussi, pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que, en fait, à travers cette volonté d'aller vers une sorte d'égalitarisme heureux, et on peut tous louer la volonté d'aller vers des meilleures conditions de vie pour tous ou quelque chose comme ça, mais en fait, en réalité, derrière cette couche de pommade se cache en fait un cheval de Troie qui permet d'aller progressivement vers
une politisation très à gauche de toute une jeunesse qui se laisse attraper par certaines de ces formules un peu vides, parfois de sens, et qui va aller dans un engrenage qui va la conduire ultérieurement vers, on va dire au minimum du socialisme et assez régulièrement vers des choses beaucoup, beaucoup plus à gauche que du socialisme. Commençons donc peut-être par cette espèce de définition du féminisme. Alors celle que j'entends le plus souvent, c'est celle que j'ai soulignée au milieu de mon paragraphe de texte, c'est que ce serait une lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est la définition que moi je considère être la définition populaire, c'est celle que toute personne qui se revendique du mouvement me donnera dans la rue. Et j'ai un petit problème avec cette définition d'une manière générale, c'est qu'en fait c'est une définition primaire, c'est-à-dire que c'est la définition telle que le mouvement lui-même l'aperçoit. Et malheureusement, l'histoire politique est assez riche d'exemples de gens qui se définissent comme étant les parangons de vertu sur Terre venus pour établir le bien et les lendemains qui chantent, et qui en réalité, sous couvert de vouloir mettre en place tout un tas de choses vertueuses, en fait, on arrive à faire le mal, et c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des tentations totalitaires, en réalité. Et donc moi j'ai un petit peu du mal avec cette définition pour cette raison-là, c'est que en fait c'est une définition qui vient du mouvement lui-même, et donc si, je sais pas moi, un antifasciste qui décide d'aller casser la figure à des policiers vous dit qu'en fait il œuvre pour lutter contre le fascisme et ce qui est le bien universel, etc., on n'est pas forcément obligé de le croire sur parole. Voilà. Et donc de la même manière, j'ai un peu du mal à croire sur parole cette définition. J'ai d'autant plus de mal à croire cette définition qu'en fait, il y a des tas de cas de figure où l'égalité entre les hommes et les femmes est atteinte, et depuis un certain temps, et en réalité, en fait, ça n'a pas fait de changement dans la manière qu'a le mouvement d'appréhender ces sujets. On y reviendra tout de suite après. En fait, donc c'est là que j'en arrive à cette notion de l'égalité qui, en fait, est problématique en soi. Parce qu'on pourrait se dire, bon, cette définition, elle vient du mouvement, mais peut-être qu'au moins elle a une certaine forme de rigueur. En réalité, le vrai piège là-dedans, dans cette définition, c'est que le terme égalité n'est pas précis. Pourquoi ? Parce que normalement, on parle d'égalité en quelque chose, ou d'égalité dans le cadre de quelque chose. On peut être égaux en droit, on peut être égaux en éducation, on peut être égaux en performance physique. On ne peut pas être égaux tout court. Ou alors, ça veut dire qu'on est identique, ça c'est un cas de figure, ou alors ça veut dire que si on parle d'égalité mais qu'on ne dit pas en quoi, en réalité c'est juste un mot creux qu'on agite pour attraper des gens dans une idéologie. Et donc c'est cette espèce d'effet de manche qui est un petit peu gênant avec le terme égalité, et tout le flou en fait sur ce terme égalité conduit à des glissements intellectuels très dangereux, parce que on part par exemple d'une égalité de résultats, et on va dire ah mais s'il n'y a pas égalité, c'est qu'en fait il y a des inégalités dans le droit, ou dans les représentations, ou dans les mentalités. Et donc on postule quelque part d'une sorte d'égalité naturelle, c'est-à-dire qu'on s'attendrait spontanément à ce que les gens soient égaux en tout, ce qui bien sûr n'a aucun sens. Et donc typiquement, alors je vous ai mis un exemple classique, c'est il n'y a pas de parité chez les dirigeants du CAC 40, ce qui prouve que l'égalité n'est pas atteinte. Et le problème, c'est qu'en fait, à ce stade-là, il faut définir où elle n'est pas atteinte, cette égalité. Et pourquoi on s'attendrait à ce qu'il y ait égalité de résultat forcément. Ce flou autour de la notion d'égalité, il est gênant, et il est d'autant plus gênant qu'en fait, quelque part, une fois qu'on a dépassé cette prétendue égalité de résultats, on n'a pas de retour à l'équilibre. Alors je vais vous donner un exemple. Depuis à peu près les années, fin des années 60, début des années 70, l'université est composée majoritairement de jeunes femmes. Actuellement, il y a à peu près 60% de femmes pour 40% d'hommes dans les universités en France. Moi, je serais quelqu'un d'absolument égalitariste jusqu'au bout de la logique. Je dirais, mais attendez, ça fait 40 ans qu'on devrait tous être en train de militer pour qu'il y ait un retour à l'égalité, pour avoir pile poil 50-50.
interrogez-vous, combien de féministes avez-vous rencontré qui vous ont dit il faut absolument changer le mode de fonctionnement des universités pour récupérer l'égalité exacte 50-50 dans les universités françaises. En réalité, je ne crois pas en avoir rencontré. Et c'est un exemple, hein, mais je veux dire, il y a beaucoup de cas de figure où en réalité, on observe une sorte de divergence de la notion d'égalité. Par exemple, dans le milieu de la justice, il y a eu un rapport du ministère de la Justice il n'y a pas très longtemps qui se plaignait d'une hyper-féminisation de certains métiers, parce qu'en fait, on avait plus de 85% de femmes dans certains métiers, et ça commençait à se voir un petit peu, mais pour autant, ce n'est pas une cause féministe que de rétablir l'égalité. Donc, cette notion d'égalité, en fait, elle est un petit peu douteuse dans la mesure où c'est une égalité qui est un petit peu à géométrie variable. Et donc, j'en arrive peut-être à ce qui serait, à mon sens, une meilleure définition du féminisme, c'est la lutte contre certaines inégalités. Pourquoi certaines? Parce que pas toutes, on vient d'en donner quelques exemples. Et pourquoi lutter contre des inégalités plutôt que lutter pour l'égalité? C'est que, en fait, dans le mode de fonctionnement, le plus classique, c'est qu'on observe un écart, dans le droit par exemple, on propose de le supprimer, et on espère ainsi réduire des inégalités. Et on est beaucoup plus dans une opposition à des inégalités que dans une proposition de création d'égalité. Et ça, je pense que, en fait, alors ça fait peut-être pas beaucoup de différence, vous allez me dire, l'un est le miroir de l'autre. En réalité, d'un point de vue philosophique, on a toujours un peu de mal à définir quelque part le bien comme étant une absence de mal. Donc, dans le cas du féminisme, le bien à atteindre, c'est en réalité l'absence de toutes les inégalités qui pourraient exister. Et donc, le mal, ce mal suprême qu'il faut combattre, c'est ce qui est en fait considéré depuis, on va dire, à peu près une cinquantaine d'années comme étant un système de domination patriarcale. Donc, c'est le livre de Bourdieu pour ceux qui ont la référence sociologique. Et en réalité, en fait, ce concept de patriarcat, de plus en plus, est un terme fétiche qui attrape tout en fait sur son passage et qui peut permettre de mettre un peu tout et n'importe quoi. Je sais qu'à droite, je pense notamment à Sylvain Durin, il y a des gens qui ont une vision très précise de la définition du patriarcat. Moi, je considère que dans son usage sémantique courant aujourd'hui, dans la rue, dans les publications des féministes, dans les articles de presse qui vont éventuellement en parler, en fait, le terme patriarcat est devenu un terme fourre-tout qui n'a pas de définition propre et qui, quelque part, est juste une sorte de variable d'ajustement des aigreurs, des rancunes ou des sentiments d'injustice du moment. On en arrive peut-être à ce qui va être donc le gros morceau de cette conférence, c'est de faire une sorte de contre-historique du féminisme. Parce que si on veut cerner le néo-féminisme par rapport au féminisme qu'on a décrit, il faut peut-être qu'on ait quand même une vision historique un minimum de ce qui s'est passé. Parce que contrairement à d'autres thématiques woke, je pense notamment par exemple à la thématique antiraciste qui a, à mon sens, moins d'historique par rapport à celle du féminisme. Je veux dire, techniquement, les gens qui voudraient aller jusqu'au fond de cette thématique, c'est en gros 2-3 siècles aux États-Unis. Nous, en France, on pourrait dire qu'on peut remonter jusque peut-être au XVIIe siècle avec la traite des esclaves. Ça ne va pas beaucoup plus loin en réalité. Le cas du féminisme est un petit peu différent parce que on pourrait à première vue se dire qu'il est très récent, et en fait plus on creuse et plus on s'aperçoit qu'il a une grande ampleur historique. Et donc, bon, moi je me suis arrêté dans cette présentation à l'Antiquité grecque, mais je pense que j'aurais pu reculer facilement de 1 ou 2 millénaires supplémentaires sans aucune sorte de gêne. Ici, donc, quand on demande aux gens, dans la vie de tous les jours, de quand il faut dater le début du féminisme, il y a souvent quelques propositions qui sont un peu classiques. Alors je vous en ai mis quelques-unes. La déclaration des droits de la citoyenne de Olympe de Gouges en 89, donc au moment de la Révolution française. Il y a toutes les thématiques qui sont autour de la scolarisation des filles. Donc il y a des gens qui vous disent, voilà, bah, c'est au 19e quand on a permis aux jeunes filles d'aller à l'école, etc.
J'ai mis donc 2 dates là pour vous donner un peu un ordre de grandeur de quand est-ce que ça s'est produit. Donc 1850 pour les écoles obligatoires pour scolariser les filles et 1924 pour le baccalauréat unique mixte. Le gros des gens que je rencontre me parlent principalement de 1944, le droit de vote, qui est considéré un peu comme le cap symbolique à partir duquel les femmes ont vraiment une autonomie en bonne et due forme, notamment sur le plan civique. Et alors de temps en temps, j'entends des dates un peu plus loin, enfin un peu plus récentes, un peu plus proches de nous. Parfois, j'entends le droit au compte bancaire en 1965, et de temps à autre, surtout en ce moment, puisque c'est très, on va dire, d'actualité avec ce qui se passe aux États-Unis, le droit à l'avortement en 75. J'aurais tendance à penser que quelque part la date que la plupart des gens, si on faisait un sondage, donneraient, serait peut-être celle de 1944. Cela étant, donc ça c'est une sorte d'historique avec quelques petites dates qui pourraient nous donner une idée. Je voudrais attirer votre attention sur le risque des histoires trop simples. Et il y en a beaucoup des histoires trop simples dans le féminisme, et donc je vais en couvrir quelques-unes. Alors une par exemple que j'ai envie de couvrir, c'est celle du compte bancaire, parce que c'est un peu curieux dans la version racontée par les féministes. En gros, jusqu'en 1965, les femmes n'avaient absolument pas le droit de gérer de l'argent, et elles n'avaient absolument pas le droit de faire ni commerce, ni quoi que ce soit en fait. Et quelque part, on va dire que cette histoire a beaucoup arrangé un certain nombre d'entreprises, notamment bancaires, vous vous en doutez. Donc là, je vous ai mis en fond quelques pubs par exemple la BNP, donc ça c'est début des années 70. Je vous ai mis aussi un petit texte qui est en bas en dessous, où en fait on explique à madame que, attention, se déplacer avec de l'argent, ça vous fait prendre des risques, etc. Utilisez plutôt un chèque. Enfin, bon, en réalité, il y a eu une vraie promotion des services bancaires en direction des femmes dans ces années-là. Mais cela étant, eh ben en fait, cette histoire est un petit peu trop simple parce que elle ne rend pas vraiment compte de la réalité. Quand on creuse un tout petit peu plus, on se rend compte que les femmes avaient déjà le droit d'ouvrir un livret d'épargne en 1881 sans autorisation de mari, et donc elles pouvaient effectuer à peu près librement toutes les opérations financières qu'elles voulaient. Et on se rend compte qu'en réalité, toutes les femmes qui avaient des rôles de commerce avaient la possibilité d'être titulaires d'un compte bancaire et faire toutes les opérations nécessaires qui étaient indispensables à leur profession. Donc, cette date qu'on nous sort un petit peu d'un chapeau magique, en réalité, bon, moi je comprends qu'il faut un symbole quelque part et que l'histoire est plus complexe qu'une date unique, mais en fait, avant cette date de 65, il y a à peu près un siècle d'historique où les femmes avaient déjà plus ou moins un compte bancaire, sous la forme soit d'un livret d'épargne, d'un livret de retraite, et c'est plutôt ça qui s'est passé, en fait, les femmes qui faisaient du commerce avaient déjà des comptes bancaires parce qu'elles en avaient besoin pour des raisons professionnelles. Quand on remonte historiquement, en fait, on retrouve à certaines époques des vrais moments de débat national ou en tout cas de discussion sur la thématique féministe. Et donc, en faisant mes petites recherches, j'ai eu l'impression de trouver un vrai pic d'activité sur le féminisme au début du XXe siècle. Et pourquoi au début du XXe siècle? Parce qu'en fait, c'est toute l'époque où il y a eu les débats sur notamment le droit de vote, donc qu'on appelait le suffrage pour la version telle qu'a été utilisé le terme à l'époque. On parlait du suffrage et pas du droit de vote, mais enfin, ça change pas grand-chose. Et on voit donc des oppositions, des gens qui essayent de militer pour, parfois du détournement de notamment biologie, etc., pour justifier qu'il y aurait une raison valable d'interdire le droit de vote, ou au contraire qu'il y a bien une égalité cérébrale, ce qui prouve qu'il devrait y avoir... Enfin, voilà, on a toutes sortes de débats là-dessus. Étonnamment, beaucoup de femmes, en fait, sont les premières à s'opposer au droit de vote. Je vous ai mis, par exemple, en arrière-plan, vous avez Mary Wilson Thompson dans le Delaware qui a fait une campagne très très active pour finalement empêcher la ratification du 19e amendement américain, donc qui a permis le droit de vote des femmes. Et on trouve aussi dans ce début du XXe siècle tout un tas de débats sur la place des femmes dans la société.
avec beaucoup de journaux, beaucoup de publications, d'ouvrages, etc. Moi, j'ai envie de m'attarder un tout petit peu sur ce qui s'est passé, notamment côté Grande-Bretagne, sur la thématique du droit de vote, parce que c'est peut-être une des thématiques les moins bien connues des Français, et pour une raison que je m'explique relativement facilement, à savoir qu'en réalité, il y a eu un certain nombre d'attentats, d'incendies et de décès associés à des explosions créées volontairement par des militantes suffragettes dans un certain nombre d'établissements, et notamment dans des églises. Donc je trouve que c'est une information qui gagnerait à être mieux connue. Donc là, je vous ai mis un exemple de l'église Sainte-Catherine en train de brûler, puisque l'église était vue comme une opposition forte à l'émancipation des femmes et au droit de vote des femmes. Voilà, sur la droite de l'image, en bas, vous avez des exemples de petites bombes artisanales faites par des suffragettes, donc je présume à base d'essence avec une mèche, enfin des choses probablement assez proches de cocktails Molotov. Mais tout ça a fait quand même une certaine quantité de dégâts. Il y a un paquet de légendes urbaines qui sont associées d'ailleurs à ces incendies, à cette période-là. Selon la légende urbaine, par exemple, le pavillon des archives du Kent que vous voyez en arrière-plan de cette photo, en fait, a été détruit parce que on prétend que un homme politique de la région avait dit ce n'est pas vrai que les femmes sont interdites d'accès à ce pavillon. Qui pensez-vous fait le thé pour le pavillon? Bon, cette phrase est apparemment fausse. Voilà, on va pas aller creuser beaucoup plus avant dans ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Je vous rassure, on va revenir en France. Mais ça donne une ambiance un petit peu. Je vous ai mis aussi sur le côté quelques-unes des publications de femmes qui s'opposaient au droit de vote des femmes, notamment disant que, en fait, elles ne s'intéressaient pas forcément à la question du suffrage, qu'elles n'y voyaient pas d'avantage, et que, en réalité, ça ne changeait rien qu'il y ait un droit de vote des femmes ou pas. Ce sont les arguments les plus réguliers. Il y a aussi une certaine quantité de caricatures qui datent de cette époque, où on voit par exemple une représentation un peu stéréotypée d'un foyer de féministes qui seraient en lambeaux parce que mal entretenus, pas suffisamment nettoyés, etc., par sa propriétaire. En France, on a une discussion aussi sur cette question du suffrage, et en fait sur l'ensemble de la thématique féministe. Il faut savoir que contrairement à une idée relativement répandue, en fait on trouve déjà avant 1789 une forme de suffrage féminin, notamment sous l'Ancien Régime, sous la forme de représentation des femmes aux États généraux. Donc je laisserai les plus aguerris d'entre vous aller creuser jusqu'en 1302, où apparemment ce droit a été institué. Mais en tout cas, les choses sont un tout petit peu plus complexes que l'explication qu'on entend généralement, à savoir qu'il n'y a pas eu de droit de vote des femmes avant l'an 44. Au passage, il y a eu des distinctions souvent qui ont été effectuées entre, par exemple, les veuves, les femmes célibataires, les femmes mariées, etc. Et on considérait typiquement qu'une veuve avait potentiellement plus de bonnes raisons de voter qu'une femme mariée. Je vous dis ça parce qu'il y a eu un certain nombre de débats à l'Assemblée nationale, notamment, si j'ai bonne mémoire, une proposition de loi en 1916 pour légiférer sur le droit de vote des veuves. Et je crois savoir qu'en Belgique, les veuves avaient déjà le droit de vote avant les femmes, au même moment en réalité que les hommes belges. En France, donc, on a un certain nombre de réflexions sur cette thématique du droit de vote, et on a toute une littérature qui se développe sur le féminisme, avec un auteur qui est peut-être notre champion national de la thématique au début du XXe siècle, c'est Théodore Joran. Théodore Joran, à la base, c'est un linguiste, pas du tout un historien, et en fait, pour des raisons que moi-même je ne m'explique pas tout à fait, il est tombé sur un certain nombre d'écrits féministes, et il a eu envie de creuser cette question, et donc à partir de environ 1905, progressivement, il s'est mis à écrire sur ce sujet, et il a écrit une bonne dizaine d'ouvrages là-dessus.
Certains de ces ouvrages sont assez proches finalement de ceux d'un éminent antiféministe américain qui s'appelle Belfort Bax, qui a écrit au moins 2 ouvrages un peu classiques sur cette question. La soumission légale des hommes, donc ça c'était pour dénoncer quelque part que le féminisme avait un pouvoir étatique, et la fraude du féminisme. Quelque part, on retrouve ce concept dans Le mensonge du féminisme de Théodore Joran. Et en fait, c'est un peu à ce moment-là de mes recherches que je suis un peu tombé de ma chaise parce que Théodore Joran, en parlant du féminisme, fait un peu les mêmes distinctions que nous sommes amenés à faire nous aujourd'hui quand nous parlons de néo-féminisme par rapport à un féminisme qui serait historique. Et c'est pour ça que quelque part j'en arrive à ce moment-là de la conférence à vous parler de ce personnage, c'est qu'en réalité, en fait, avec un siècle d'avance, il se posait déjà la question qui motive cette conférence. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Théodore Joran? Donc, dans l'introduction de Au cœur du féminisme, publié en 1908, il nous dit « Les féministes doctrinaires sont relativement peu nombreuses et en général elles sont toquées, mais les féministes du sentiment, les femmes qui vont au féminisme comme à une aube de progrès, les féministes en puissance, celles qui apportent aux meneuses équivoques ou tarées l'appoint de leur respectabilité et de leur vertu, celles-là sont légion, il importe de leur ouvrir les yeux. » Et donc en fait, celles qui sont toquées, ce sont les néo-féministes, celles qui sont des féministes du sentiment, ce sont les féministes un peu traditionnelles, un peu à l'ancienne, celles qui quelque part sont juste des femmes qui voilà sont séduites par cette idée d'une sorte d'égalitarisme qui permettrait à tout le monde de mieux vivre. Et en fait, cet ouvrage ne s'est pas arrêté là dans ma surprise, c'est que en fait, cet ouvrage permet aussi de comprendre ce qui est le féminisme traditionnel du point de vue d'un homme de 1908. Et on le lit ça dans la préface qui a été écrite par Frédéric Masson, c'est un académicien français, et qui commence par lui dire « Vous avez été bien inspiré, monsieur, lorsque vous êtes attaché avec une ferme obstination à dénoncer les ravages que fait le féminisme, même chez les femmes de France, ce mal qui, tel qu'il nous apparaît, nous est venu des pays scandinaves, germains et anglo-saxons, et auquel la nature latine semblait rebelle, s'est développé sous l'action de l'anarchie ambiante, avec des symptômes de gravité qu'il nous convient d'observer, de proclamer, peut-être d'enrayer, car pour les guérir, il y faut renoncer. » Et donc on retrouve ici quelque part un autre élément de notre discussion habituelle contemporaine, à savoir quelque part une opposition entre un féminisme qui serait bien de chez nous, un féminisme franco-français, franchouillard, et à l'opposé une sorte de féminisme hystérique venu des États-Unis, de campus Evergreen ou ce que vous voulez. Et en fait, on la retrouve déjà au tout début du XXe siècle. Et donc ça m'a titillé, et enfin, j'espère que ça vous intéresse aussi, parce que quelque part, c'est une des vraies questions qui semble être répétée dans l'histoire entre le début du XXe siècle et aujourd'hui. Et donc, je vous ai mis quelques extraits supplémentaires qui sont, à mon avis, d'intérêt pour celui qui voudrait comprendre le féminisme vu par un homme de 1908. En fait, Frédéric Masson nous fait 3 éléments historiques. Il nous parle du féminisme de la Révolution, donc celui de Olympe de Gouges, qu'il qualifie de folle et qui considère n'avoir aucune sorte de crédibilité. Il nous parle du féminisme de la monarchie de Juillet. Alors pour ceux qui ne verraient pas, en réalité c'est George Sand, c'est cette période-là, et il nous dit, voilà, donc c'est quelques femmes ont fait de leur émancipation ou de leur perversion l'objet de romans, poèmes, traités. Les autres jouaient à l'homme, car le premier acte d'émancipation de la femme féministe, c'est de changer de sexe et de se faire homme. J'ai trouvé cette phrase aussi assez intéressante. Et il nous parle, peut-être c'est encore plus pertinent pour des militants de droite, de l'évolution et de l'apport des idées saint-simoniennes qui ont une part de on va dire, féministe, ou au moins une sorte de tendresse à l'égard des femmes. Alors, il y a quand même pas mal de variations au sein du saint-simonisme, mais vous avez quand même des gens qui vous parlent de la reine-mère, de la déesse-mère. Enfin, il y a des choses quand même parfois un petit peu ésotériques, féministes, un peu étonnantes.
Et donc Frédéric Masson nous dit une bonne part de ce qu'est à présent le féminisme vient de là, mais la part latine, encore une fois on retrouve cette opposition entre la part latine et la part anglo-saxonne, poétique, séduisante, imprécise, inefficace et stérile, tous ces côtés gentils laissaient à leur féminisme un tour acceptable pour des latins qui n'en tiraient point toutes les conséquences. Donc voilà, donc nous sommes, nous avons fait un petit tour au début du XXe siècle. Nous réalisons qu'en réalité, il existe au XIXe tout un courant féministe qui est considéré par les gens du début du XXe comme étant le féminisme traditionnel français. Et en fait, quand on continue un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a aussi des éléments féministes avant même 1789. Et donc, c'est un petit peu difficile de commencer à dater le féminisme exactement, parce que plus on recule et plus on se rend compte qu'en fait, il y a des choses avant. Donc, je vais vous en donner quelques exemples, je vais passer rapidement sur cette planche. Un des éléments, par exemple, un petit peu féministe qui s'est consolidé avec notamment le propos anti-monarchiste des années 1780 à 1800 à peu près, c'est la thématique du droit de cuissage. Donc le droit de cuissage, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est cette idée que finalement une jeune paysanne, avant de pouvoir épouser celui qui était promis à elle, va devoir passer par la couche du seigneur local, qui a sur elle un droit, et donc c'est ce fameux droit de cuissage, donc le droit d'ouvrir les cuisses, pour le dire crûment. En fait, ce droit de cuissage n'a pas de vraie fondation historique sérieuse. Je vous invite à lire le livre de Alain Bourreau sur le sujet, qui est sous-titré « La fabrication d'un mythe », parce qu'en réalité, tous les éléments qui viendraient l'accréditer sont soit apocryphes, soit ténus, soit en fait eux-mêmes victimes de fautes de compréhension. Notamment pour ceux qui liront peut-être le livre, il y a une sorte d'homophonie entre le droit de culage, qui était une taxe, et le droit de cuissage. Et donc, on a des gens qui dénoncent le droit de culage et qui considèrent qu'en réalité, c'est la même chose que le droit de cuissage. Donc, on a parfois des télescopages comme ça. Et finalement, à part quelques anecdotes, certes sordides, mais qui ne correspondent à rien dans le droit, il n'y a pas de trace d'un véritable droit de cuissage tel que les gens de la Révolution française vont l'utiliser, notamment dans la pièce du mariage de Figaro de Beaumarchais, ce droit est mentionné. En réalité, c'est plus une sorte de fabrication de la période révolutionnaire pour discréditer la monarchie et toute l'époque qui précédait la Révolution. Et bien sûr, ce mythe a un certain nombre d'avantages, notamment pour les féministes, puisqu'il permet de démontrer toute l'horreur d'un machisme laissé en roue libre au cours du Moyen-Âge. Donc ça, ça vend très bien, on va dire. Un autre concept qui vend très bien, c'est celui des sorcières. Alors, peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront la couverture du livre de Mona Chollet sur le sujet, les sorcières, la puissance invaincue des femmes. Lisez plutôt l'original que sa copie, puisque en fait ce livre est plus ou moins une copie de celui de Michelet, qui est en fait plus ou moins lui-même aussi une sorte de fabrication d'un mythe. L'idée qu'on a emprisonné, brûlé et torturé des femmes pour le simple fait d'être un peu plus libres que la moyenne. Et donc, quelque part, les femmes féministes d'aujourd'hui, comme Mona Chollet, ont tendance à se saisir de l'apparence de la sorcière comme étant quelque part un symbole de féminisme avant l'heure. Bon, la réalité, c'est que les chiffres donnés par Mona Chollet sont, on va dire, des estimations très très surestimées du nombre de personnes qui ont été condamnées dans les procès en sorcellerie. Et Mona Chollet se garde bien de préciser qu'à côté des sorcières qui étaient brûlées, il y avait tout un tas de sorciers qui étaient brûlés aussi. Et donc, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quelque part, la sorcière n'était pas brûlée parce que c'était une femme, mais parce qu'elle faisait de la sorcellerie. Ce qui paraissait être logique, en fait. Mais voilà, avec suffisamment de déformation, on peut arriver à faire dire des choses à certains mythes.
Un peu plus loin historiquement, on peut retrouver déjà des sortes d'utopies féministes avant l'heure. Alors je vous ai sorti quelques citations en vieux français de Christine de Pisan dans un ouvrage intitulé La Cité des Dames, qui est donc une sorte de première utopie féministe qui date de 1405. C'est dire comme les femmes du Moyen Âge étaient terriblement opprimées par leur mari, au point de ne pas pouvoir écrire librement sur le sujet. Il y a des choses qui sont déjà des exagérations un petit peu grotesques. Par exemple, cette première citation, je ne vais pas essayer de vous traduire ça en français d'aujourd'hui. Je pense que la plupart d'entre vous, en lisant, ne serait-ce que phonétiquement, arrivent à comprendre à peu près de quoi il s'agit. En fait, cette première citation nous explique que les femmes mariées ont, pour certaines, une vie qui est aussi terrible que celle des esclaves entre les mains des Sarrasins, donc en fait entre les mains des esclavagistes du Moyen-Orient. Ce traité propose aussi l'éducation des petites filles à l'école et considère que, avec suffisamment d'éducation, les petites filles apprendraient aussi parfaitement et entendraient aussi les subtilités des arts et des sciences comme font les petits garçons. Un peu plus bas, là, ce gros pavé de citation, en fait, est une citation sur les différences éventuelles entre les hommes et les femmes, notamment en matière de diplomatie, puisque les femmes seraient plus diplomates que les hommes, donc une idée qu'on retrouve même encore aujourd'hui, en fait, quand on parle de l'élection d'Hillary Clinton, vous avez toujours des gens pour vous dire que élire Hillary Clinton plutôt qu'un homme, en fait, ça permet d'avoir plus de diplomatie. Donc, on retrouve une sorte de cohérence entre ce qui a pu être dit à cette époque-là et aujourd'hui, ce qui est quand même assez surprenant quand on a 6 siècles d'écart, et ce qui témoigne peut-être d'une sorte de constance à travers les âges. Et bon, étant donné que je suis un petit peu taquin, je suis allé chercher Aristophane, qui a écrit deux ouvrages sur la thématique féministe avant l'heure. Et en fait, l'un de ces deux ouvrages, donc celui qui m'intéresse ici, c'est l'Assemblée des femmes. C'est en réalité comment les femmes prennent le pouvoir à l'Assemblée en se déguisant en hommes pour ensuite imposer une utopie communiste féministe dans la société athénienne. Voilà, donc si ce pitch ne vous donne pas envie d'aller le lire, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Et on retrouve, en fait, ça qui est assez amusant, c'est que même si c'est sous les traits de la satire, on retrouve tout un tas de choses qu'on a en fait aujourd'hui. Enfin, je veux dire, par exemple, vous avez... moi d'abord, j'ai rendu mes aisselles plus hérissées qu'un taillis, comme c'était convenu. C'est l'histoire de est-ce qu'on s'épile ou pas, ça rentre dans les thématiques traitées par les Grecs il y a à peu près 24 siècles, c'est assez fou. Après, l'autre nous explique qu'elle a jeté son rasoir hors de la maison, enfin voilà. Un peu plus loin, vous avez un discours qui illustre cette volonté, cette velléité d'aller vers une sorte de proto-communisme. C'est celui de Praxagora, qui est donc l'héroïne de la pièce. Je mettrai d'abord en commun la terre, l'argent, toutes les propriétés de tout un chacun. Ensuite, avec tous ces biens mis en commun, nous vous nourrirons, gérant, épargnant, organisant avec soin. Rien ne se fera plus sous l'impulsion de la pauvreté. Tout appartiendra à tous. Pain, salaison, gâteau, manteau de laine, vin, couronne, pois chiches. Quel profit à ne point mettre à la masse. Donc c'est vraiment un pamphlet en faveur d'une forme de mise en commun de toutes les choses. Et cette mise en commun va tellement loin qu'en fait, on en arrive peut-être à une sorte de dénonciation de la grossophobie avant l'heure, puisque on accorde aux vieilles femmes le droit de profiter des jeunes hommes avant qu'ils puissent profiter des jeunes filles. Voilà, puisque donc on décrète que si un jeune homme convoite une jeune fille, il ne pourra jouir d'elle avant d'avoir commencé par faire la chose avec une vieille. Tout ça pour dire quoi, en fait? C'est que on retrouve un certain nombre de thématiques ou de rhétoriques féministes depuis quasiment la nuit des temps. Alors j'en ai pas parlé tellement, mais dans Lysistrata, qui est l'autre pièce de Aristophane sur le sujet de la condition féminine, on retrouve le concept de la grève du sexe, et qui est littéralement un marronnier qu'on entend encore aujourd'hui régulièrement. Enfin, combien de fois, je sais qu'il y a des appels de temps en temps à dire, voilà, on va arrêter de faire nos fonctions de femmes, et les hommes verront bien ce qui va se passer, etc. C'est vraiment un concept qu'on retrouve à travers les âges. On retrouve aussi parfois une certaine volonté de suprématie féminine, notamment dans la querelle des dames. Donc ça, c'est un peu tout ce qui s'est passé autour de l'ouvrage de Christine de Pisan. Il y a eu en fait tout un débat sur les mérites comparés des hommes et des femmes.
notamment d'un point de vue théologique. On s'est beaucoup demandé si les femmes n'étaient pas les créatures les plus parfaites de la création, puisqu'elles avaient été créées après les hommes et que les créatures de la création ont été faites dans un ordre chronologique de la moins parfaite, par exemple, les animaux, à la plus parfaite, l'homme. Et donc on s'est dit, mais voilà, mais si Dieu a créé la femme à partir de l'homme, c'est que c'est sa création la plus parfaite. Donc ça, c'était une sorte d'argument féministe chrétien avant l'heure. Et à l'opposé, d'autres personnes ont essayé de dire que oui, mais c'était Ève qui avait été tentée et non Adam, et donc ça démontrait qu'il y avait une supériorité masculine. Enfin voilà, il y a eu tout un tas de débats comme ça qui ont incorporé des thématiques théologiques avec des discussions finalement de suprématie, et cette espèce de guéguerre à savoir qui sera le mieux des deux sexes, c'est un truc qui a l'air d'être à peu près éternel. Donc on en arrive à une sorte d'impression d'un éternel recommencement de certaines questions et de certaines thématiques, tout comme un recommencement aussi des critiques en fait des évolutions des droits des femmes ou des comportements des femmes. Donc par exemple la crainte d'une décadence de la féminité, c'était quelque chose qu'on retrouve à peu près toutes les époques. Je veux dire, on le voit déjà avec Aristophane, avec la femme velue et hirsute. On le retrouve aujourd'hui quand on dira ah mais les femmes qui ne se rasent pas par exemple, c'est repoussant, etc. On a, enfin, des deux côtés, hein, je veux dire, à la fois du côté de ce qui est proposé et du côté des critiques, il y a quand même des tas de choses qui reviennent très très régulièrement. Et une autre chose qu'on retrouve très régulièrement, c'est cette impression d'une dérive récente, donc c'est cette dénonciation d'un néo-féminisme. Donc, arrivé à ce stade de notre discussion, je vous propose qu'on prenne un peu de hauteur. Donc, c'est très beau d'avoir fait un peu d'histoire, et c'est là où ça va être utile. C'est qu'en fait, on en arrive à cette question, quelles sont les vraies ruptures qu'il y a pu y avoir dans le féminisme ? Moi, je considère que, conceptuellement, il n'y a pas eu de rupture forte, historiquement, au sein du féminisme. C'est-à-dire que les revendications, elles ont tendance à évoluer un petit peu, mais finalement, le discours, l'ensemble des concepts, la manière la grille de lecture, quelque part, n'a pas vraiment changé depuis le commencement, même depuis l'époque où le concept de féminisme n'était pas encore appelé ainsi. On retrouve toujours cette dichotomie entre, d'un côté, des gens qui auraient tendance à être oppresseurs, et de l'autre côté, des gens qui seraient opprimés. Quelque chose qu'on retrouve chez Christine de Pisan, quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des textes, en fait, qui se veulent des pamphlets en faveur des femmes, etc. Et finalement, la seule évolution conceptuelle, elle est à la marge. Pour moi, c'est un peu plus un habillage intellectualiste qu'autre chose. C'est l'ajout d'un terme, patriarcat par exemple, pour donner une sorte de dimension sociologico-philosophique à des propos qui sont en réalité tenus depuis des millénaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment changé le contenu, on a juste changé un petit peu l'étiquette, et ça permet peut-être de un peu mieux vendre le truc, je sais pas, mais moi je considère qu'en termes de conceptualisation, il n'y a pas eu de vraie rupture au cours des derniers siècles sur la question féministe. Une autre question qu'on pourrait se poser légitimement, c'est est-ce qu'il y a eu une rupture méthodologique ? Est-ce que dans la manière de faire, quelque part, les féministes ont vraiment changé de mode d'action ? Le mode d'action principal semble être et semble rester celui de l'agitation publique, dans le sens le plus large qu'on puisse donner à ce terme, donc c'est-à-dire avec des manifestations, avec de la communication, avec de la médiatisation, avec tous les réseaux sociaux que vous pouvez imaginer aujourd'hui, mais avant c'était avec des pamphlets, ou avec des tracts, ou avec des affiches, enfin tout ça. Un autre point, c'est quelque part cette volonté de polariser des débats, parfois d'imposer des débats sur des sujets qui ne sont pas aussi peut-être liés au féminisme qu'on pourrait le croire au début. Donc, par exemple, aller parler de théologie pour se demander ensuite si la théologie prouve pas par hasard que les femmes sont supérieures aux hommes, c'est une volonté de polariser un débat qui n'a pas forcément de raison d'être. On retrouve aussi, à peu près toutes les époques, une forme de dénigrement des hommes en général, ou au moins des critiques du parti des femmes. Donc on trouve par exemple chez Pisan une sorte de reproche un petit peu général, notamment au clergé et à tous les hommes qui critiquent sa vision un petit peu féministe, parce que ce seraient des hommes rancuniers, des gens qui, quelque part, en auraient gros sur le cœur et utiliseraient leurs critiques et leurs
misogynie, on n'utilise pas exactement ce terme à l'époque, mais enfin voilà, pour se défouler sur les femmes. On trouve aussi à peu près toutes les époques des figures masculines qui servent soit de paravent, soit de caution intellectuelle à des discours parfois un peu décousus. Alors je vous en ai mis un que personne ne connaît, je pense, dans l'assistance. François Poulain de la Barre, en 1673, qui en fait est l'inventeur du concept de préjugé sexiste. Et donc c'est le premier à avoir parlé de l'égalité des sexes en disant qu'il fallait se défaire des préjugés. Voilà. Donc la prochaine fois que vous utilisez ce terme, vous saurez d'où il vient. Et dernier point méthodologique qui me paraît être aussi une constance à travers les époques, c'est celui de la violence et de la force. Il y a même assez souvent une fascination pour la violence. Alors, nous, à notre époque contemporaine, ça pourrait être les fémènes, par exemple. Ça pourrait être des actions coup de poing de féministes, peut-être même de féministes de droite. Hein. Je veux dire, techniquement, quand le groupe Némésis décide d'aller s'insérer dans une manif de gens de gauche, est-ce que c'est pas une forme d'action un peu en force pour essayer de faire passer des idées? On retrouve la même chose dans les années 70, notamment avec Valéry Solanas et le Scum Manifesto. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un traité qui propose en fait d'être violente avec les hommes jusqu'à ce que le patriarcat disparaisse. Je le fais très très court, hein, bien sûr, mais c'est assez édifiant la manière de d'écrire, et c'est, on va le dire franchement, assez haineux comme manière d'écrire. Et on le retrouve avant ça, notamment avec les suffragettes anglaises qui faisaient des explosions dans des églises, dans des bâtiments publics et tout ça. Bon, alors qu'est-ce qui a pu changer en fait dans le féminisme? Une fois qu'on a dit tout ça, il nous reste des choses, moi je considère qu'il y a eu une rupture dans le concept d'égalité parce qu'on est passé d'une sorte d'égalité dans le droit à une sorte d'égalité de résultat. Donc on a un glissement progressif d'une notion vers l'autre, et en fait ce glissement il est logique, c'est que vous avez un mouvement qui avance, qui fait des revendications, qui a à peu près atteint tout ce qu'il fallait. Je veux dire, techniquement, ça fait à peu près 50 ans que dans la loi française, vous ne trouverez pas d'exemple de choses qui seraient interdites aux femmes. Je veux dire, c'est là aujourd'hui, techniquement, si on s'en tenait juste au droit, il n'y aurait aucune raison d'être féministe à l'heure actuelle. Et donc, en fait, quand vous avez toute une armée de gens qui font des recherches académiques, qui font du militantisme, des associations, tout ça, vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire « Ah, c'est bon, en fait, tout est atteint, mission terminée, on rentre à la maison ». Donc, progressivement, vous avez ce glissement de l'égalité dans le droit vers une égalité de résultat. Et on peut critiquer ce point-là, mais en pratique, du coup, c'est ça qui, quelque part, donne un petit peu le sentiment à beaucoup de gens que le féminisme est en train de devenir totalitaire, parce que quand on commence à chercher de l'égalité de résultat, on arrive assez rapidement à une forme de totalitarisme, plus ou moins doux, plus ou moins sympathique, mais l'égalité de résultat est quelque chose qui est quasiment impossible à obtenir spontanément, donc il passe nécessairement par de la force. Il faut que, quelque part, des gens imposent une égalité de résultat. Et donc, vous avez toutes les méthodes de quotas, de discrimination positive, toutes les petites lois qu'on va devoir créer pour imposer, quelque part, une égalité de résultat. Il y a des droits spécifiquement féminins qui sont créés et qui n'ont peut-être pas toujours d'équivalent masculin. Alors, je mets un unpopular opinion. L'avortement, moi je considère que l'avortement n'a pas vraiment d'équivalent masculin, dans le sens que finalement, une femme a un contrôle complet sur son corps et sur sa volonté ou pas d'avoir un enfant une fois que l'enfant a été conçu, alors que dès la fin de l'acte, l'homme n'a plus aucune sorte de choix sur ce qui se passe pour cet enfant. C'est-à-dire qu'un père de famille qui verrait, je sais pas moi, un troisième enfant et qui dirait financièrement je me sens pas prêt à pouvoir avoir un troisième enfant, je pense que c'est pas réaliste, ne peut absolument pas imposer quoi que ce soit à sa femme si jamais sa femme considère que non, mais tout va très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, je dis pas qu'il faut absolument changer ça, mais je signale que c'est potentiellement une sorte de droit qui n'a pas d'équivalent masculin. Il y en a un certain nombre d'autres, hein. Je veux dire, par exemple, tout ce qui est finalement l'outrage sexiste.
tel que je le vois appliqué dans les entreprises, parce que de temps en temps on me remonte des cas d'usage de cet article de loi très récent de Marlène Schiappa, je crois qu'il a 4 ans à peu près. En fait c'est quelque chose qui s'applique systématiquement à des hommes qui auraient dit une blague déplacée à des femmes. Je n'ai à cette heure-ci toujours pas vu d'exemple de l'inverse. Bon, après, peut-être que les femmes ne disent jamais rien de sexiste, c'est possible aussi. On assiste donc à une sorte de glissement sémantique très rapide de l'égalité dans le droit vers l'égalité de résultat. Et comme je vous l'ai dit, il y a des sujets pour lesquels l'égalité de résultat a déjà été dépassée, et pour autant, il n'y a pas de retour en arrière et de correction d'un éventuel dépassement. Donc ça, c'est le cas du ministère de la Justice, j'en ai parlé un peu plus tôt. Une autre rupture, c'est peut-être celle du pouvoir, c'est-à-dire que jusque quelque part à la fin des années 60, le féminisme est principalement dans la rue et il n'est pas encore dans les cabinets ministériels. Et c'est quelque chose qui a toujours été refusé, notamment par De Gaulle, avec une citation assez amusante: un ministère de la condition féminine et pourquoi pas un secrétariat au tricot. Ça date de 67, cette citation. Et donc on a une sorte de mépris ou au moins de doute sur la légitimité à avoir un ministère dédié à la question des droits des femmes. Doute qui disparaît en 1974, où un premier ministère des droits des femmes est créé. Donc après, il y aura des ministères. Alors ça va changer de statut. Ce sera un coup un ministère, un coup un sous-secrétariat d'État, un coup ce sera rattaché auprès du Premier ministre, etc. Il y a eu des évolutions. Mais c'est à partir de cette date-là, à peu près, qu'il y a une sorte d'officialisation de la place du féminisme dans la vie des ministères et dans la vie du gouvernement. Cette officialisation, bien sûr, va avoir comme conséquence un certain nombre de lois économiques, de lois contre des discriminations, de lois contre du sexisme. Ça va permettre aussi de valider et d'amplifier tout un panel d'idées, en fait, qui jusque-là était un petit peu réservé à des militantes et dont le gouvernement se saisit. Donc, par exemple, il y a eu des rapports sur l'écriture inclusive. Alors, sachez que ça s'appelle l'écriture épicène dans les milieux concernés. Et donc l'écriture inclusive, par exemple, on trouve des traces de ça dans des cartons ministériels dès les années 80-90, en fait. C'est pas aussi récent qu'on pourrait croire. On trouve toutes les questions, typiquement la place de mademoiselle sur des formulaires administratifs. Ça a été validé par des décisions gouvernementales. C'était un délire de militante à une certaine époque. C'est devenu quelque chose parce qu'il y a eu une action gouvernementale. Et puis même le domaine médiatique, donc notamment le CSA, qui va être en lien avec ce ministère de la représentation féminine, et qui va du coup se voir obligé à réfléchir sur le nombre de femmes expertes dans les médias, la manière de présenter les femmes dans les médias, la parité dans les représentations télévisuelles journalistiques, etc., etc. Et puis, quelque part, tout ce pouvoir gouvernemental permet aussi de créer une substance qui va être utilisée ensuite par d'autres associations, etc. Donc, c'est toutes les statistiques, notamment du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui servent en fait de socle à de nouvelles recherches féministes et qui servent aussi à générer des subventions massives à destination d'un terreau d'associations, de chercheurs, d'experts, d'universités, de tous ces gens-là, en fait. On pourrait s'arrêter là, mais en fait, quelque part, je me suis dit que j'allais peut-être revenir aussi, peut-être, moi, je considère que c'est la première utilisatrice du terme néo-féminisme. En tout cas, historiquement, j'ai du mal à trouver des usages de néo-féminisme avant cette personne. C'est Annie Lebrun, qui est plutôt de tendance marxiste, et qui, en fait, présente le néo-féminisme comme une sorte d'invasion du capitalisme dans le combat féministe. Donc je vous laisse regarder, on va dire, dans le détail les citations qui sont souvent avec langage un petit peu cru. Ça fait partie de ces marques de fabrique. Mais donc vous arrivez à cette idée que pendant que le vieux monde s'essouffle à se rénover, les femmes acquièrent lentement une indépendance, mais une indépendance de consommateurs. Et donc il y a une sorte de critique d'un nouveau féminisme qui serait un féministe capitaliste.
dernière rupture que j'observe, qui est beaucoup plus récente pour le coup, c'est, en fait, d'habitude, on s'attendrait à ce que le féminisme s'intéresse aux droits des femmes et il se trouve, alors après on va peut-être, être en désaccord avec certains des auditeurs sur le terme femme, mais que de plus en plus, ça peut inclure des hommes biologiques qui sont devenus femmes, par, opération chirurgicale, par, changement administratif à l'état civil ou des choses comme ça. Et donc là, on observe une sorte de rupture entre plusieurs tendances féministes, notamment ce qu'on appelle la tendance TERF, donc celle qui exclut les trans, et à l'opposé, une tendance pro-trans. Donc en France, par exemple, on a le tandem Dora Muto-Marguerite Stern, qui est sur la ligne TERF, donc anti-trans, et qui considère quelque part que tout féminisme qui accepterait les revendications trans serait un néo-féminisme de leur point de vue. Je pense, à titre personnel, j'ai mis ça en bas de la planche, que en réalité, cette question des trans pourrait assez prochainement se décomposer elle-même, en fait, entre les trans qui sont des hommes biologiques devenus femmes et des femmes biologiques devenues hommes. Parce qu'on voit bien que potentiellement, l'un des deux groupes est plus acceptable socialement que l'autre. Et si je devais mettre 2 centimes sur quelque chose, je dirais que à long terme, il est vraisemblable que les femmes biologiques devenues hommes pourraient avoir plus de droits que l'inverse. Voilà. Je lance l'idée. En tout cas, je trouve que c'est une réflexion qui n'existe pas tellement aujourd'hui, c'est ce possible dédoublement, et je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir d'une seconde. Donc voilà, on a listé quelques exemples de rupture, et donc finalement, on a donc un déplacement de la notion de l'égalité, on a un usage d'un pouvoir vertical, donc un accès au pouvoir de l'État, une sorte d'irruption du capitalisme dans le féminisme, et on a l'extension du droit des femmes à la question trans. Et donc ce sont 4 ruptures majeures dans le féminisme. Et en fait, en réalité, je suis quasiment certain que l'immense majorité des gens qui parlent de néo-féminisme aujourd'hui, que ce soit chez Valeurs Actuelles, que ce soit un Mathieu Bock-Côté, que ce soit des gens de la droite en général, peut-être Éric Zemmour, que sais-je, je pense que l'immense majorité des gens ne met pas une frontière très précise sur la différence entre féminisme et néo-féminisme, et si cette frontière existe, c'est probablement un mélange de ces 4 grandes ruptures que j'ai listées là. Bon, bah, tout ça c'est un petit peu gênant, et donc on en arrive à la dimension politique de cet usage-là, c'est que finalement, ok, on va quand même pas se mentir, c'est très pratique d'opposer un féminisme acceptable avec un néo-féminisme qui serait débridé, qui serait un peu parti en vrille. C'est très bien pour se faire comprendre, ça a plein d'avantages. Mais dès qu'on rentre dans cette séparation, il faut pouvoir la justifier, et il faut pouvoir mettre une ligne de fracture entre ce féminisme acceptable et ce néo-féminisme. Et malheureusement, cette ligne de fracture, elle est systématiquement floue et poreuse. Et donc, en fait, puisqu'elle est floue et poreuse, on en arrive très souvent à ces espèces de discussions qui n'ont pas beaucoup de sens sur qu'est-ce qui est le vrai féminisme, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, on arrive à typiquement ce qu'on appelle les sophismes du faux écossais, c'est-à-dire que vous allez dire, ah oui, mais ça, c'est pas le vrai féminisme, ça, c'est le vrai féminisme à la place, etc. Et on va être honnête d'un point de vue juste bêtement efficacité, pendant qu'on discute de savoir si le xénoféminisme, c'est un vrai féminisme ou un néo-féminisme, le militantisme féministe qui est dans le gouvernement, qui est dans des associations, etc., continue d'avancer tranquillement, en fait. Donc, je pense que c'est plus une sorte de jeu rhétorique qu'autre chose, et ça ne fait pas forcément avancer les choses. Et notamment, pourquoi ? Parce qu'en fait, cette notion du néo-féminisme, elle a un avantage majeur, c'est qu'elle permet de faire parler de certaines idées qui seraient considérées comme délirantes, en leur donnant, ok, certes, un vernis de critique, mais en fait, quelque part, une sorte de légitimité à être discutée. C'est-à-dire qu'on considère que, oui, non, mais cette idée, ok, c'est une idée néo-féministe, mais il faut quand même en discuter.
Et donc là, on en arrive à cette notion de fenêtre d'Overton. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. J'ai cru comprendre que certains avaient même assisté à des conférences sur la notion de fenêtre d'Overton. Je pense à Raphaël notamment. Et en fait, cette fenêtre d'Overton, donc pour la manipuler, la grande idée d'Overton, c'est que pour manipuler les idées qui sont acceptables, donc en fait le centre de la fenêtre, eh ben, il faut manipuler les bords de la fenêtre. C'est-à-dire que faire changer d'avis 90% des gens, c'est très difficile, ça prend du temps, etc. Si on veut déplacer les critères de ce qui est acceptable, eh ben, il faut déplacer les critères de ce qui est considéré extrême. Et donc le néo-féminisme est pile poil cet entre-deux qui est assez sympathique parce qu'il permet de faire rentrer dans le débat public, dans l'imaginaire collectif, des idées qui auraient peut-être dû être laissées à l'extérieur de la fenêtre d'Overton, comme étant trop extrêmes, trop, en fait, parfois délirantes. Et petit à petit, au début c'est du néo-féminisme, après c'est du féminisme un peu radical, mais bon, entendable, et puis petit à petit ça arrive jusque dans l'inconscient collectif. À titre d'exemple, il me semble qu'il y a encore même une dizaine d'années, il y avait un violent débat à chaque fois que quelqu'un employait de l'écriture inclusive. C'était un délire néo-féministe dans l'inconscient collectif. Et aujourd'hui, techniquement, l'écriture inclusive, avec ses points médians, avec parfois ses règles saugrenues, notamment l'accord de proximité, en fait, est devenue un truc totalement socialement acceptable, au point même que c'est la réalité des emails qui vont être utilisés pour l'essentiel des entreprises, c'est la réalité de la communication publique, c'est la réalité des universités. Je veux dire, la plupart des universités font des cours ou envoient des mails avec de l'écriture inclusive. Ce n'est absolument pas quelque chose d'extrême dans la perception actuelle. Et on peut se dire, par exemple, de la même manière, on a vu, vous l'avez peut-être vu, ce débat entre Tiffen D, militante que certains qualifieraient probablement de néo-féministe, qui voudrait créer une féminine universelle, donc une sorte de langage inclusif, encore plus inclusif, parce que uniquement féminin. Et donc elle, ce qu'elle propose, est considérée aujourd'hui comme étant ridicule, absurde, etc. Mais mine de rien, je ne serais pas surpris qu'à l'échelle où on va, peut-être dans une vingtaine d'années, ce sera quelque chose qui sera pas si idiot que ça du point de vue de pas mal de gens. En fait, parce que à force de le présenter, même en mettant un label de néo-féminisme dessus, eh ben, l'habituation des gens finit par faire son travail, et donc les gens finissent par considérer que ça a une certaine respectabilité, ou en tout cas une certaine légitimité à être discuté à force de répétition et de temps. Et peut-être le plus grave de tout ça, c'est que, en fait, même ce terme néo, si on y pense bien, il valide lui-même le discours progressiste. Parce que néo, c'est quoi? Ça veut dire que c'est nouveau, en fait. Et c'est pas vraiment péjoratif comme terme, en réalité. Je veux dire, le fait que ce soit nouveau, on voit pas vraiment pourquoi ça serait péjoratif. Et ça introduit subtilement cette idée que, d'un côté, il y aurait une sorte de nouveau féminisme qui serait à la pointe, et de l'autre côté, il y aurait des gens qui seraient un peu en retard, quoi. Il y aurait les gens qui seraient là à la sortie du nouveau modèle du féminisme, et il y a les gens qui, en fait, seraient pas trop au courant, auraient peut-être d'autres trucs à faire, et puis, en fait, rattraperaient le train avec quelques années de retard. Et finalement, ça donne une place assez enviable aux gens qui sont néo quelque chose, parce que en étant néo quelque chose, en fait, ce sont des précurseurs, ce sont des pionniers, ce sont des gens qui sont temporairement incompris, mais qui, en fait, à l'échelle de l'histoire, seront vus comme étant les gens qui ont lancé quelque part une nouvelle idée. Et donc cette vision, beaucoup de gens utilisent le terme néo-féminisme comme étant une sorte d'insulte. En réalité, les gens qui se revendiquent des idées néo-féministes, enfin, quelles que soient les idées que vous mettez derrière ce terme, en fait, accepteraient volontiers cette insulte, puisque elle les définit, eux, comme étant des pionniers. Et ça valide aussi toute la logique qui va avec, c'est-à-dire que finalement, on est dans une société qui évolue de manière bêtement chronologique, que les choses arrivent progressivement, bon, voilà, c'est une affaire de temps, et que tout finira par advenir, et que tout ça n'est qu'une question de temps. Et en réalité, donc, on aurait des gens d'un côté qui seraient à la pointe, qui voudraient du changement, et de l'autre, des gens qui seraient à la traîne, qui
seraient des conservateurs, certains diraient avec un peu de mépris, des gens en fait qui refuseraient le progrès. Et donc on rentre, même l'usage du terme néo-féminisme rentre dans cette logique du discours progressiste. Et ça, c'est assez gênant. Ce qui est aussi gênant, c'est qu'en fait, ce terme a tendance à détacher l'arbre du fruit. C'est-à-dire que normalement, un mouvement qui part d'une intention, quelle que soit cette intention, et qui arrive à un résultat qui est mauvais, eh bien, on attribue le résultat mauvais à l'intention, ou à sa réalisation, ou à quelque chose en fait. Et en opérant cette séparation hermétique entre deux aspects, eh ben, on se retrouve avec du coup d'un côté des résultats qui sont déplaisants, c'est-à-dire que par exemple, on va agiter systématiquement l'opinion publique sur des tas de sujets alors que ça ne le mérite pas, et on n'attribue absolument pas la paternité au mouvement de départ. Et ça, c'est un point qui est particulièrement gênant. Voilà, donc j'en arrive à une conclusion. Pourquoi la droite française devrait en finir avec une fausse dichotomie ? Eh ben, moi, j'avais envie de vous parler de ce sujet parce que j'en ai marre, en fait, de ce discours du bon féminisme qui aurait un petit peu dérapé sur les 5 dernières années. C'est quelque chose qu'on entend depuis à peu près la nuit des temps, en réalité. Je ne vois pas de rupture conceptuelle ou méthodologique majeure qui justifierait qu'on parle d'un néo-féminisme par opposition à un ancien féminisme traditionnel. Je pense que c'est un tic de langage qui est utilisé depuis très longtemps, en fait, parce que ça permet de s'attaquer uniquement à une sous-section du féminisme. Et en fait, ce terme néo, du coup, est un peu impropre parce qu'il n'est pas là pour parler de temporalité, mais plutôt d'une frange un peu extrême, un peu radicale. Moi, je considère que ce n'est pas un terme rigoureux et précis, et j'en arrive peut-être à ce qui est encore plus grave, c'est que ce n'est pas non plus un terme efficace. C'est-à-dire qu'à la limite, si c'était un terme pas très rigoureux et pas très précis, mais qu'il fonctionnait bien dans l'opinion publique, par exemple, eh ben on pourrait se dire, bon, c'est pas rigoureux, mais ça vaut la peine. Moi, je considère que ce terme n'est efficace qu'à très court terme, parce que ça permet de se faire comprendre rapidement, mais que, en fait, l'usage de ce terme valide de lui-même tout le logiciel de pensée progressiste, et donc qu'il valide cette opposition un peu factice entre des avant-gardistes féministes et des conservateurs qui seraient un petit peu en retard. Voilà. Et dernière chose qui me servira de conclusion, je voudrais m'inscrire en faux contre cette idée qui est finalement qu'il existe un bon féminisme qui malheureusement est parti un peu en cacahuète, parce que en fait c'est souvent cette idée du bon féminisme ce qui conduit des femmes un peu comme un cheval de Troie à s'engager dans un engrenage militant dont l'issue, hélas, n'est que trop bien connue. Et je finirai en guise de conclusion par une citation de Théodore Joran là-dessus. Il faut que les femmes, du moins les femmes chrétiennes, sachent bien qu'en s'engageant dans le féminisme, elles mettent le doigt dans un engrenage qui les roulera tout droit vers le socialisme, le communisme, le néo-malthusianisme, l'anarchie, enfin.